Au cimetière du Père-Lachaise, dans un lieu déjà chargé de silence et de mémoire, une phrase a suffi pour bouleverser bien au-delà des grilles de Paris. Lorsque Laurent Ruquier a révélé l'existence d'un SMS signé Isabelle Mergo, l'émotion a immédiatement laissé place à la stupeur. Quelques mots, d'une simplicité presque insoutenable, ont ravivé un trouble profond et capté l'attention du public comme rarement. Pourquoi ce message frappe-t-il avec une telle force ? Qu'a-t-il réveillé dans les esprits, dans les cœurs, dans cette actualité déjà si lourde ? Derrière cette révélation, c'est tout un vertige d'émotions qui s'ouvre. Puis, peu à peu, l'instant a changé de nature. Ce n'était plus seulement un rassemblement d'artistes, de visages connus, de proches venus saluer une dernière fois une femme aimée. À la coupole du Père-Lachaise, en ce lundi 30 mars, l'air semblait plus dense, presque suspendu, comme si chaque présence portait en elle une part de mémoire, une anecdote, une blessure discrète. Les regards se croisaient avec pudeur, les voix restèrent basses, et même les pas paraissaient ralentis par le poids de l'émotion. Autour de la cérémonie, de nombreuses personnalités avaient refait le déplacement. Certaines demeuraient en retrait, le visage fermé, d'autres laissèrent paraître une tristesse plus nue, impossible à masquer. On sentait que ce moment dépassait le simple hommage officiel. Il y avait là quelque chose de profondément humain, de fragile, presque intime, malgré les objectifs, malgré les murmures, malgré cette sensation étrange d'assister à un événement que personne n'aurait voulu vivre ainsi. Et au milieu de cette atmosphère déjà bouleversante, la parole de Laurent Ruquier a capté toute l'attention. Lui, l'ami proche, n'a pas simplement pris la parole pour rappeler un souvenir ou dresser un portrait attendu. En révélant l'existence d'un SMS envoyé par Isabelle Mergo, il a fait basculer l'Assemblée dans une émotion encore plus saisissante. Soudain, ce n'était plus seulement l'image publique de l'actrice qui revenait dans les esprits, mais une voix, une présence, quelques mots laissés comme une trace directe, presque vivante, au milieu du silence. On imagine alors ce frisson discret parcourir les rangs, cette seconde où plus rien ne distrait, où chaque visage se fige, où chacun écoute avec ce mélange de respect, de peine et d'incrédulité. Car un message personnel, dévoilé dans un tel lieu, dans un tel moment, n'a pas la même portée qu'un simple souvenir raconté. Il ouvre une porte plus sensible, plus troublante. Il donne l'impression d'approcher au plus près de ce qui, d'ordinaire, reste à l'abri des regards. Et c'est précisément là que la cérémonie a pris une dimension presque irréelle, comme si, l'espace d'un instant, Paris, le Père-Lachaise, les personnalités réunies, tout s'effaçait derrière la force d'une parole restée suspendue entre absence et présence. Et c'est à cet instant précis que le silence a semblé se resserrer encore. On savait déjà que la douleur était immense, mais en entendant Laurent Ruquier rappeler les mots d'Isabelle Mergo, quelque chose de plus intime a traversé l'Assemblée. Isabelle Mergo est morte le 20 mars 2026 à 67 ans, des suites d'un cancer du poumon qu'elle avait choisi de garder secret. 10 jours plus tard, ce lundi 30 mars à 10h30, ses proches se retrouvaient sous la coupole du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris, pour une cérémonie laïque avant son inhumation au cimetière de Montmartre, comme elle l'avait souhaité. Sous cette coupole, il n'y avait plus vraiment de distance entre les visages connus et les anonymes venus se recueillir. Tout semblait ramener à la même fragilité. Des épaules raides, des mains jointes, des regards qui fuyaient un instant pour ne pas céder. Puis la voix de Laurent Ruquier est montée, sans effet, sans artifice, avec cette gravité particulière que prennent les mots quand ils viennent de très loin, de 30 années de complicité, de rires partagés, d'habitude, de fidélité. Il n'a pas seulement parlé d'une artiste, ni même d'une amie célèbre. Il a rendu présente une femme avec sa liberté, son humour, sa façon à elle d'anticiper le chagrin des autres. Quand il a rappelé qu'elle disait ne pas vouloir de rires à son enterrement, mais des larmes, un frisson a parcouru les rangs. Pas un frisson spectaculaire, non. Quelque chose de plus discret, de plus vrai. Comme si chacun comprenait soudain que derrière la vivacité, la malice, la voix immédiatement reconnaissable, il y avait aussi cette lucidité bouleversante face au départ. Et lorsqu'il a ajouté en substance qu'on essayait de sourire pour masquer les pleurs, on avait presque l'impression de voir les visages se fissurer d'un seul coup, les sourires tenir à peine,
les yeux se baissaient, les souvenirs remontaient trop vite. Ce n'était plus un hommage figé, c'était une scène vivante, traversée par l'absence. Autour de lui, les proches formaient comme un cercle de mémoire. Plusieurs figures des grosses têtes étaient là, aux côtés d'autres personnalités venues saluer une femme qui avait laissé une empreinte singulière dans le paysage culturel français. Mais ce qui dominait, au-delà des noms, au-delà des appareils photos, c'était cette sensation très étrange d'assister non pas à une fin, mais à un moment suspendu, presque irréel, où chaque phrase prononcée semblait retenir encore un peu celle qui venait de partir. Et c'est là que l'hommage a pris une couleur encore plus troublante, presque irréelle. Laurent Ruquier ne parlait plus seulement d'Isabelle Mergault avec émotion. Il la faisait réapparaître par sa voix, par ses tournures, par cette manière bien à elle de corriger le monde, même sur un détail de langage. Lorsqu'il a rapporté cette remarque qu'elle lui répétait avec sa logique implacable, qu'on ne devait pas dire d'une personne qu'elle était née, parce qu'une fois née, on l'est pour toujours. Un frémissement a couru dans l'assistance. On devinait des visages soudain traversés par un sourire retenu, ce sourire fragile qui naît au bord des larmes. Car dans cette précision presque grammaticale, il y avait tout son esprit. Cette façon de ne jamais laisser passer une formule bancale. Cette manière de reprendre les autres avec vivacité, sans lourdeur, avec ce mélange d'intelligence, d'ironie et d'aplomb, qui faisait qu'une simple phrase devenait une scène entière. Et quand Ruquier a laissé entendre qu'il aurait tant préféré inverser les mots, jouer avec le réel, dire l'impensable pour la voir surgir et protester encore contre ces hommages trop solennels, on sentait que la salle n'écoutait plus seulement un discours. Elle entendait un dialogue interrompu. Puis sont venus les SMS. Pas comme des archives, pas comme des preuves, presque comme des souffles restés en suspens. Ruquier a expliqué qu'il n'avait pas osé les relire tout de suite, comme si rouvrir ces messages revenait à entr'ouvrir une porte trop douloureuse. Et pourtant, au moment d'en lire quelques lignes, quelque chose s'est produit. Le silence est devenu plus dense, plus précis. On aurait pu croire que plus personne n'osait bouger. Ces mots privés, brusquement partagés, avaient la force brute de l'intime. Et au milieu de cette émotion, Isabelle surgissait encore avec son humour intact. Même face à l'épreuve, même au plus près de la peur, elle trouvait la phrase qui déplace tout, qui désamorce sans effacer, qui fait sourire au moment même où la gorge se serre. Cette consigne insolite glissée dans un message, avec cette ironie noire qu'elle maîtrisait si bien, a dû arracher dans l'assemblée ce sourire tremblant qu'on n'ose presque pas laisser paraître. Non pas un rire franc, non. Plutôt ce mouvement du visage qui dit en même temps la tendresse, l'admiration et l'incrédulité. C'est sans doute cela qui bouleversait le plus. Sentir que, jusque dans les mots les plus légers en apparence, elle continuait à masquer le courage par l'esprit, la souffrance par la distance, comme si l'élégance suprême consistait à protéger les autres, encore, toujours, avec une saillie bien tournée. Et dans la coupole, au milieu des regards humides, on avait l'impression très forte que chacun assistait à quelque chose de rare. Non pas seulement à un adieu, mais à la présence tenace d'une voix qui refusait de s'éteindre. Et après les mots de l'ami, après cette émotion suspendue qui avait déjà envahi la coupole, une autre voix s'est levée. Plus jeune, plus fragile en apparence, mais capable, elle aussi, de traverser la salle d'un seul souffle. Celle de Maya. À 17 ans, la fille adoptive aînée d'Isabelle Mergault n'avait pas besoin d'effets ni de grandes formules. Sa seule présence suffisait déjà à bouleverser l'assemblée. On sentait, avant même qu'elle parle, que quelque chose de très pur allait se produire. Quelque chose que personne ne pourrait écouter de loin. Lorsqu'elle a commencé, le recueillement a changé de texture. Ce n'était plus seulement la douleur des amis, des compagnons de route, des visages connus venus saluer une femme admirée. C'était la parole d'une fille qui ramenait soudain Isabelle dans un espace plus secret, plus tendre, plus vrai encore. À travers elle, on ne voyait plus seulement l'artiste, la femme d'esprit, la personnalité libre. On apercevait la mère, celle du quotidien, celle qui ouvre la porte, qui écoute sans juger, qui comprend avant même qu'on explique. Maya a parlé avec cette émotion qui ne cherche pas à se montrer, mais qui se devine dans chaque mot.
dans chaque respiration un peu plus courte, dans cette manière d'avancer malgré le tremblement. Elle a évoqué une mère douce, bienveillante, accueillante, toujours prête à entendre, toujours présente d'une façon presque instinctive. Et plus elle parlait, plus on avait l'impression que la silhouette d'Isabelle se reformait peu à peu dans les esprits, non pas à travers les projecteurs ou les souvenirs publics, mais par ces gestes invisibles qui disent l'amour mieux que tout. Il y avait dans ce portrait quelque chose d'une intensité désarmante. Une femme souvent de bonne humeur. Une femme drôle, oui, mais drôle comme le sont parfois celles qui savent protéger les autres de l'ombre. Une femme capable d'arracher un sourire même dans les jours lourds, même quand les mots manquaient, même quand le chagrin ne disait pas son nom. Et ce qui frappait le plus, c'était cette phrase presque murmurée dans l'émotion. Avec elle, on pouvait tout dire, tout confier, sans filtre, sans peur. Comme si Isabelle avait offert autour d'elle cet espace rare où l'on peut enfin déposer ce qu'on cache au reste du monde. Puis Maya a laissé entendre autre chose, encore plus bouleversant. Parfois, il n'y avait même pas besoin de parler. Sa mère savait. Elle sentait le mal-être avant qu'il soit formulé. Cette simple idée a dû traverser les proches comme une onde silencieuse. Car dans cette intuition maternelle, dans cette attention presque instinctive, se dessinait une présence irremplaçable. Et soudain, dans la coupole, entre les regards baissés et les visages fermés pour contenir les larmes, on n'assistait plus seulement à un hommage. On entrait dans une intimité que la douleur rendait presque palpable, comme si chaque mot de Maya ouvrait, devant tous, la porte d'une maison désormais vide. Et pourtant, si ce chagrin bouleverse autant de monde aujourd'hui, c'est aussi parce que Isabelle Mergo n'était pas une présence ordinaire. Bien avant que l'émotion ne se fige sous les voûtes du Père-Lachaise, elle avait imposé dans le paysage français une voix, un rythme, une manière d'exister que l'on reconnaissait en quelques secondes. Dans les années 1980, elle se fait remarquer au cinéma, notamment avec Profs, où son énergie comique et sa singularité de ton attirent l'attention du public. Cette première notoriété s'élargit ensuite à la télévision, avec des apparitions dans des séries populaires comme Marc et Sophie et Navarro, qui installent peu à peu son visage et sa voix dans les habitudes des Français. Mais ce qui a véritablement changé l'échelle de sa carrière, ce moment où son nom a cessé d'être simplement familier pour devenir incontournable, c'est « Je vous trouve très beau ». En écrivant puis en réalisant ce film, Isabelle Mergo a franchi un seuil. Le projet, porté à l'écran avec Michel Blanc, raconte l'histoire d'un agriculteur brutalement seul, contraint de chercher une compagne pour continuer à faire tourner sa ferme. Sur le papier, l'idée pouvait sembler rude, presque sèche. Entre ses mains, elle est devenue autre chose, une comédie humaine, inattendue, tendre par endroits, acide à d'autres, mais toujours traversée par ce mélange très rare de franchise et de sensibilité. Quand le film sort au niveau national en janvier 2006, il rencontre un large public en France, avec plus de 3,4 millions d'entrées selon sa biographie de référence, et s'impose comme un vrai tournant dans son parcours. Ce succès n'est pas seulement commercial, il est aussi symbolique. Il dit qu'Isabelle Mergo n'est plus seulement une comédienne au ton reconnaissable ou une chroniqueuse mordante. Elle devient une autrice-réalisatrice capable de toucher massivement sans perdre sa liberté de ton. La consécration arrive ensuite avec le César du meilleur premier film, remporté pour « Je vous trouve très beau ». Cette récompense officialise ce que beaucoup avaient déjà senti. Derrière l'humour rapide, derrière la repartie, derrière cette personnalité impossible à lisser, il y avait une écriture, un regard, une façon à elle de raconter les êtres cabossés sans jamais les réduire. Plus tard, elle poursuivra cette trajectoire avec d'autres réalisations comme Enfin veuve et avec ses pièces de théâtre. Mais c'est bien là, dans ce premier grand choc populaire et critique, que s'est cristallisée sa vraie place dans le cœur du public. Bien avant la scène, bien avant les plateaux, bien avant cette voix que tout le monde finira par reconnaître entre mille, il y a une enfant qui grandit entre Paris et Aubervilliers, au sein d'une famille de médecins, avec un frère, une sœur, et déjà ce léger décalage qui la met un peu à part. Isabelle Mergo naît à Paris et passe une grande partie de sa jeunesse à Aubervilliers. L'été, la famille rejoint Royan, comme une parenthèse plus lumineuse dans une enfance qui, sans être misérable, semble déjà traversée par une forme d'indiscipline intérieure, un refus instinctif des chemins trop droits. Car très tôt,
quelque chose résiste en elle. L'école ne la retient pas vraiment. Elle sèche les cours, se fait renvoyer de plusieurs établissements, avance en zigzag là où d'autres suivent une ligne. Ce n'est pas encore une révolte affichée, plutôt une incompatibilité profonde avec les cadres trop serrés, avec les rythmes imposés, avec cette idée qu'il faudrait entrer bien sagement dans la forme prévue pour vous. Son baccalauréat, elle le passe en candidate libre et l'obtient de justesse. Détail qui, à lui seul, dit déjà beaucoup de cette jeunesse heurtée, irrégulière, loin des parcours lisses. À cela s'ajoute une autre fragilité, plus intime encore, plus visible aussi. Ce chuintement, cette dyslalie qui marque sa façon de prononcer certains sons. Pour une enfant, puis une jeune fille, porter dans sa voix une singularité si identifiable peut devenir un poids silencieux. On imagine les regards, les remarques, la gêne parfois, peut-être même cette sensation d'être immédiatement repérée avant même d'être vraiment entendue. Elle consulte un orthophoniste encore jeune. On lui explique qu'on pourrait corriger cela, mais on lui souffle aussi que cette particularité pourrait un jour devenir une force dans le théâtre. C'est une idée étrange, presque paradoxale. Ce qui isole pourrait aussi distinguer. Après le bac, elle part vers les beaux-arts. Comme si le détour par l'image, le trait, la création visuelle pouvait lui offrir un espace plus respirable. En parallèle, poussée par une amie, elle suit des cours de théâtre. Là encore, rien ne ressemble à une vocation nette, glorieuse, proclamée d'avance. On est loin du conte classique de la jeune prodige. Chez elle, le désir semble venir par à-coups, par glissement, par intuition plus que par certitude. Puis il y a cette rencontre décisive. Daniel Duval la remarque pendant un cours de théâtre et lui propose un rôle dans La Dérobade. Tout commence presque ainsi, dans un coin de salle sans fanfare, comme si sa trajectoire ne cessait de naître là où on ne l'attend pas. Ce qui rend ses premières années si fortes, c'est qu'on y voit déjà se former la femme qu'elle deviendra. Libre, inclassable, rétive aux normes, transformant peu à peu ses accros en style. Son enfance n'a pas la couleur d'un drame spectaculaire. Elle a quelque chose de plus subtil, de plus tenace. Une lutte contre l'ajustement, une difficulté à entrer dans les cases, une sensation de décalage permanent, à l'école, dans la voix, dans la manière d'être au monde. Et c'est précisément de ce frottement, de cette jeunesse en travers, que sortira plus tard cette présence si singulière. Comme si, dès le début, Isabelle Mergo avait appris à faire de ce qui la compliquait une manière bien à elle d'exister. Et c'est peut-être là que le portrait devient encore plus saisissant. Car derrière la femme publique, vive, caustique, immédiatement reconnaissable, Isabelle Mergo avait construit une vie personnelle qui ne ressemblait pas aux modèles attendus. Elle n'a jamais donné l'image d'une existence rangée dans les cases, ni celle d'un foyer exhibé comme un décor. Ce qu'on sait, en revanche, dessine une vie intime à son image, libre, singulière, profondément choisie. Elle vivait à Pantin, dans la maison héritée de ses parents, une demeure à laquelle elle semblait attachée comme à un prolongement de son histoire familiale, loin des clichés tapageurs que l'on projette souvent sur les figures connues. Dans cette maison, il y avait plus qu'une adresse. Il y avait une forme de fidélité, le refuge d'une femme qui, malgré la notoriété, n'avait jamais rompu avec ce qui l'avait fait. On imagine des pièces pleines de souvenirs, des objets qui ne sont pas là pour impressionner mais pour raconter, des murs chargés de traces, de voix, de passages. Rien d'ostentatoire dans cette manière d'habiter le monde. Plutôt le choix d'un ancrage, presque d'un retranchement doux, comme si l'essentiel n'avait jamais été de paraître, mais de tenir debout dans un lieu à soi. Et puis, il y a eu les enfants. Là encore, sa vie a pris un chemin très personnel. En 2010, elle adopte une petite fille d'origine nigérienne prénommée Maya, née en 2009. Cette arrivée change sa vie en profondeur, au point que plusieurs sources biographiques la présentent comme un véritable tournant intime. Plus récemment, une seconde petite fille, Iris, sœur biologique de Maya et plus jeune de plusieurs années, est venue agrandir la famille peu avant sa disparition. Soudain, derrière l'humoriste à l'esprit tranchant, derrière la réalisatrice libre, apparaît une autre figure. Celle d'une mère non pas théorique mais présente, engagée, concrète, avec tout ce que cela suppose de patience, d'inquiétude, de tendresse et de réorganisation silencieuse de soi.
Ce qui frappe, c'est que cette maternité semble avoir été moins un décor médiatique qu'un centre de gravité réel. Rien dans ce récit ne donne l'impression d'un geste symbolique ou d'une posture. Tout laisse penser, au contraire, à une décision profonde, presque existentielle, comme si Isabelle Mergo avait trouvé là une façon nouvelle d'aimer, de transmettre, de protéger. Après les rires publics, les mots qui claquent, les réparties qu'on retient, on découvre une intimité plus feutrée, mais non moins intense. Une maison habitée, des filles à faire grandir, une présence maternelle qui comptait au point de bouleverser tous ceux qui l'ont évoquée pendant l'hommage. Quant à la vie conjugale, elle n'a jamais été exposée comme un roman mondain. Il est publiquement rapporté qu'Antoine Duléry a été l'un de ses anciens compagnons, mais Isabelle Mergo n'a pas laissé derrière elle l'image d'un couple installé au centre de sa légende personnelle. Ce silence dit aussi quelque chose. Elle semblait tenir à préserver l'essentiel, à ne pas livrer son cœur en spectacle, à garder une frontière entre la femme que le public croyait connaître et celle qui, une fois la porte refermée, retrouvait son rythme, ses proches, ses enfants, ses murs. Alors, quand on pense à sa vie personnelle, ce n'est pas un tableau mondain qui surgit. C'est plutôt une silhouette qui rentre chez elle à Pantin, dans une maison chargée de passé et pourtant encore pleine d'avenir, avec des enfants autour d'elle, une vie choisie hors des pauses, et cette manière rare de rester profondément elle-même, jusque dans l'intime. Mais pour comprendre vraiment Isabelle Mergo, il faut regarder sa vie comme un mouvement continu, presque comme une suite de métamorphoses. Elle naît à Paris en 1958, grandit entre la capitale et Aubervilliers, dans une famille de médecins où l'on aurait pu l'imaginer suivre une voie plus sage, plus droite, plus prévisible. Rien pourtant, chez elle, ne semble vouloir entrer docilement dans la ligne. Très tôt, elle apparaît comme une enfant vive, décalée, difficile à contenir, déjà portée par cette liberté un peu rétive qui, plus tard, deviendra sa signature. Elle passe par une scolarité agitée, sèche les cours, est renvoyée de plusieurs établissements puis obtient son baccalauréat en candidate libre avant de s'orienter vers les beaux-arts. C'est là, dans ses premières années heurtées, que se forme déjà ce tempérament impossible à lisser. Puis vient le théâtre, presque en biais, presque sans annonce solennelle. Entraînée par une amie, elle suit des cours d'art dramatique, et c'est au cours de l'un d'eux que Daniel Duval la remarque. Ce regard change la trajectoire. En 1979, elle fait ses débuts à l'écran dans La Dérobade. Ce n'est pas encore la gloire, seulement une entrée, une première brèche. Ensuite, les années 1980 la voient multiplier les rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Sa voix singulière, sa diction immédiatement identifiable, son énergie comique la rendent reconnaissable avant même qu'elle ne devienne véritablement célèbre. Elle traverse ainsi des films comme Diva, Pour 100 briques, T'as plus rien, avant de marquer davantage les esprits avec Prof, qui lui apporte une notoriété plus large auprès du public français. Mais sa biographie ne suit jamais une seule route. À un moment, le jeu ne lui suffit plus, ou peut-être que le métier ne lui ouvre pas les portes qu'elle espérait. Elle s'éloigne alors du devant de la scène comme actrice et se tourne vers l'écriture, qui semble avoir toujours été son vrai territoire intérieur. Elle écrit pour la télévision, pour le cinéma, pour le théâtre. Cette transition est essentielle. Elle montre qu'Isabelle Mergo n'était pas seulement une présence ou une voix, mais aussi un regard, une construction, une pensée du rythme et de la réplique. Elle ne se contente plus d'incarner des personnages. Elle commence à inventer les mondes dans lesquels ils respirent. En parallèle, une autre facette d'elle s'impose au grand public. La femme de radio et de télévision, liée durablement à Laurent Ruquier. À partir de la fin des années 1990, elle devient l'une des personnalités marquantes de sa bande. D'abord sur France Inter, puis sur Europe 1, France 2 et RTL. Là, sa liberté de ton, son humour franc, sa manière de ne jamais polir ses réactions renforcent encore sa popularité. Elle n'est plus seulement une comédienne vue dans des rôles. Elle devient une voix familière, une présence que l'on attend, que l'on reconnaît, que l'on imagine presque entrer dans la pièce avant même qu'elle ne parle. Puis survient le grand basculement. Je vous trouve très beau. En écrivant et réalisant ce film, elle passe un cap décisif. Le succès public est massif, la reconnaissance critique suit, et le César du meilleur premier film vient consacrer cette nouvelle étape.
Dès lors, sa biographie ne peut plus se résumer à une carrière d'actrice ou de chroniqueuse. Elle est aussi réalisatrice, dramaturge, scénariste, autrice de pièces à succès, une femme qui a su transformer une singularité en œuvre, un style en trajectoire. Et c'est cela sans doute qui rend son parcours si fort quand on le regarde d'un seul tenant. Rien n'y semble lisse, rien n'y semble offert d'avance, mais tout finit par dessiner une vie intensément habitée, traversée de ruptures, de retours, d'obstination et de liberté. Si cette histoire vous a touché, alors peut-être que le plus beau geste aujourd'hui, ce n'est pas seulement de se souvenir d'Isabelle Mergo comme d'une artiste brillante, libre et profondément singulière. C'est aussi de regarder la femme qu'elle était avec davantage de tendresse. Derrière les éclats de rire, derrière les répliques, derrière cette personnalité que l'on croyait si forte, il y avait aussi une âme sensible, une mère, une amie, une femme capable de faire sourire les autres, même dans la douleur. Et c'est justement cela qui mérite notre respect le plus sincère. Parfois, on oublie trop vite que les visages publics portent eux aussi leurs blessures, leur silence, leurs combats cachés. Alors, au lieu de juger vite, au lieu de passer à autre chose comme si tout cela n'était qu'une actualité de plus, prenons un instant pour envoyer de la douceur, de la pensée, de l'amour à celle qui a marqué tant de vies par sa présence. Aimer un artiste, ce n'est pas seulement applaudir son talent, c'est aussi savoir honorer son humanité. Et si vous aussi vous ressentez cette émotion, écrivez un mot en commentaire pour lui rendre hommage. Dites-nous ce que vous n'oublierez jamais d'elle. Et bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour que sa mémoire continue de vivre, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires racontées avec le cœur.